Et on va maintenant consacrer le temps qui nous reste à vous causer dans le poste de France Mazerel. Un Belge, encore un graveur belge. Mais alors, attention, une pointure, si vous voulez. Voilà, les Belges, ils font pas dans la dentelle quand ils s'y collent vraiment. Et avec lui, on aura avance plein la gueule, mais alors vraiment plein la gueule. Voilà, c'est un immense graveur qui a consacré sa vie à graver le peuple, si on peut dire, un truc comme ça, quoi, voilà. Ouais, le peuple, à défendre la paix, à défendre des valeurs humanistes. Et merci. Un grand pacifiste, oui. Un très grand pacifiste qui a travaillé, on va raconter ça en plus en détail, mais avec les plus grands écrivains, donc vraiment une belle personne. Les plus grands écrivains qui étaient aussi pas tout à fait pour la guerre. Pas dans les clous, pas dans les clous non plus. Alors, on est allé à Nancy, donc parce qu'on avait effectivement vu sur notre petit truc d'info de Culture Box qu'il y avait une exposition Franz Mazerel à Nancy, dont on a relayé ici un peu les informations. Alors, il y avait deux lieux d'exposition. À l'hôtel du département et à l'Institut Goethe. Et l'Institut Goethe présentait en fait les gravures que Mazerel a fait pour illustrer la nouvelle de Stefan Zweig, La Contrainte. Donc je vais commencer en fait cette présentation par lire un extrait de La Contrainte de Stefan Zweig. Et après, on rentrera plus en détail donc dans l'œuvre de Mazerel. Dans l'œuvre de Mazerel et dans notre quête d'image de Mazerel à Nancy, qui a pas été vraiment fructueuse. Oui, on peut dire on a été déçus parce qu'on nous a présenté, parce qu'effectivement, on n'a pas vu une seule gravure, une seule estampe originale. On a vu que des reproductions numériques. Quand ça marchait. Grand format. Ça, c'était un peu dommage. Bon, par contre, on a rencontré des gens adorables, accueillants, qui nous ont bien guidés dans tout ça. Et ça nous a quand même permis de travailler sur Mazerel. Donc, pour ça, c'est déjà une bonne chose, quoi. Donc La Contrainte, en fait, c'est une nouvelle qui a été composée par Stefan Zweig en 1918. Stefan Zweig est à Zurich, il est à l'hôtel Belvoir, donc c'est à côté de Zurich, et c'est là qu'il s'est réfugié pendant la guerre. Et c'est une des rares œuvres de Stefan Zweig, en fait, à présenter un caractère qui est nettement autobiographique, à savoir tout ce conflit intérieur qui est vécu par l'auteur, de savoir ce qu'il fallait faire, s'il fallait rentrer ou non dans son pays, participer à la guerre ou pas. Et donc Mazerel a été chargé de ces illustrations. Il en a fait 10 gravures. Et Mazerel et Zweig étaient tous les deux donc des Européens convaincus et des pacifistes aussi autant convaincus. Et donc dans cette nouvelle, Stefan Zweig se met dans la peau d'un peintre qui s'appelle Ferdinand et sa femme s'appelle Paula. Donc ils sont dans cette maison près de Zurich. Et je vais lire le début, c'est une petite nouvelle, mais je vais lire le début pour pas avoir le dénouement tout de suite. Et donc le peintre Ferdinand reçoit sa lettre, va recevoir une lettre de mobilisation. Et ses convictions pacifistes, en fait, sont remises en question. Et on aura donc tout ce conflit intérieur entre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et sa femme Paula, qui est son interlocuteur et qui, elle reste accrochée à ses convictions pacifistes. Alors là, c'est le début, c'est quand il va recevoir cette fameuse lettre que le facteur arrive, quoi. L'inquiétude s'empara de Ferdinand. Qui est cet étranger, se demandait-il, quelle contrainte le pousse à quitter comme moi la chaleur et l'obscurité de sa chambre pour affronter le matin? Vient-il me voir et que me veut-il? Maintenant que l'homme était plus près, à travers la brume légère, il l'identifiait, c'était le facteur. Tous les matins, comme mu par les 8 coups de cloche, il grimpait jusqu'ici, et Ferdinand devinait, pour le connaître, le visage dur avec la barbe rousse de marin qui blanchissait aux extrémités et les lunettes bleues. Mais soudain, les genoux de Ferdinand se mirent à trembler. Sa main qui protégeait ses yeux retomba comme paralysée. L'inquiétude d'aujourd'hui, d'hier, de toutes ces semaines était revenue d'un seul coup. Il eut l'intuition que cet homme venait vers lui, que tous ses pas le portaient vers lui seul. Sans réfléchir, il tourna la poignée de la porte, passa sur la pointe des pieds devant sa femme endormie et dévala l'escalier, puis l'allée du jardin à sa rencontre. Arrivé au portail, il faillit le renverser. « Avez-vous, il dit, se reprendre à 3 fois, avez-vous quelque chose pour moi ?» Le facteur releva ses lunettes embuées pour le regarder. « Pour sûr. » Il amena d'un seul coup son sac noir sur la droite, et ses doigts, pareils à de gros vers de terre, humides et rougis par le brouillard givrant, fouillèrent dans les lettres. Ferdinand frémit. Il en retira enfin une. C'était une grande enveloppe brune, sur laquelle était imprimé en larges caractères « Officiel ».
et en dessous, il y avait son nom. « Assigné », dit-il. Il lui mecta son crayon encre et lui tendit le registre. D'un seul trait, d'une écriture rendue illisible par l'excitation, Ferdinand inscrivit son nom. Puis il saisit la lettre que la main rouge et épaisse lui présentait. Mais ses doigts étaient si gourds que le papier leur échappa et tomba à terre sur le feuillage mouillé qui couvrait le sol. Et alors qu'il se penchait pour le ramasser, il respira une odeur amère de pourriture et de décomposition. C'était cela. Il le savait désormais avec certitude, qui depuis des semaines minait sournoisement sa tranquillité. Cette lettre que malgré lui il avait attendue, qui lui parvenait d'un ailleurs dépourvu de sens et de forme, qu'il avait recherché à tâtons, et voulait, avec ses mots rigides, écrits à la machine, s'emparer de la chaleur de sa vie, de sa liberté. Il l'avait senti venir, sans savoir d'où, de même qu'un cavalier en patrouille sent, à travers la verdure des fourrés, pointer sur lui, invisible, un froid canon d'acier et le petit morceau de plomb qu'il renferme, prêt à pénétrer dans l'obscurité sous sa peau. Sa résistance avait donc été vaine, de même que les petites ruses qui, des nuits durant, avaient occupé son esprit. À présent, il l'avait retrouvée. 8 mois à peine s'étaient écoulés depuis le jour où il s'était présenté de l'autre côté de la frontière, nu, tremblant de froid et de dégoût, devant un médecin militaire qui avait palpé les muscles de ses bras, ainsi qu'un maquignon, et où cette humiliation lui avait fait comprendre le mépris de l'époque pour la dignité humaine et l'esclavage dans lequel l'Europe était tombée. Il avait supporté encore 2 mois de vivre dans l'atmosphère suffocante des propos patriotiques, mais peu à peu il s'était senti étouffé, et lorsque les gens autour de lui ouvraient la bouche pour parler, il croyait voir sur leur langue le fiel du mensonge. Ce qu'ils disaient l'écœurait, la vue des femmes transies, assises à l'aube avec leurs sacs de pommes de terre vides sur les escaliers de la place du marché, lui déchirait le cœur. Il rôdait, les poings fermés, il se sentait devenir méchant et haineux, et il se répugnait à lui-même dans sa fureur impuissante. Il avait enfin réussi, grâce à une intercession, à passer en Suisse avec sa femme. Au moment où il traversa la frontière, le sang lui monta brusquement aux joues. Chancelant, il dut se retenir au poteau. Il venait de retrouver le sens des mots « homme »,« vie »,« acte »,« volonté »,« force », et il aspira à plein poumon l'air de la liberté. La patrie ne signifiait plus pour lui désormais que prison et contrainte. L'étranger, c'était là qu'il était chez lui. L'humanité, c'était l'Europe. Voilà, donc ça c'est le début de cette nouvelle, et donc après il y aura tout ce conflit intérieur. Ouais, comment imaginer ces choses-là, parce que c'est et comment pouvait imaginer un homme convoqué sous les drapeaux, ce qui allait s'en suivre comme carnage invraisemblable, des millions d'hommes tués, explosés, éclatés, asphyxiés, etc. Voilà, c'est un peu ce qui va, comment dirais-je, donner à Mazrel cette force, cette dignité dans son travail et toute sa vie qui va suivre. Ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'en fait, malgré de fortes convictions, justement, c'est pas si facile. C'est qu'une fois que ce papier officiel est là et qu'il l'a dans les mains, justement, il peut pas simplement le prendre, le déchirer et en faire abstraction, quoi. Ça, voilà, il va bouger, il va se disputer avec sa femme. Enfin, c'est beau, c'est très compliqué. C'est intéressant justement de voir comment des convictions peuvent être ébranlées simplement par un bout de papier présenté, écrit par un administratif, quoi, signé comme ça, quoi. Oui, mais il y a la force, si tu veux, de l'éducation, plus largement, de la vie. On formait les gens depuis l'école pour ces choses-là, quoi. Voilà. La guerre, les rois qui gagnaient des batailles. On n'a jamais dit aux gens, aux enfants, que les rois c'était des gangsters, des assassins, des pilleurs, etc., des violeurs. Voilà. Les rois, la guerre, les généraux. Bonaparte, Napoléon, des pourritures, mais on l'a jamais dit ça aux enfants dans les écoles. On les donnait en exemple aux enfants. On donnait en exemple aux enfants les pires criminels que l'humanité pouvait produire. Voilà. Alors comment, évidemment, quand on reçoit une convocation pour aller sauver la patrie, on rigole comme ça, mais il faut voir le pauvre mec qui reçoit ce petit machin, comme c'est très bien décrit dans cette nouvelle que nous a lu Piquet-Coux. Oui, alors à Nancy, en fait, cette nouvelle donc était dans un petit bouquin de poche qui rassemblait, je crois que ça s'appelle Le Grand Sommeil, qui rassemble 4 nouvelles justement autour de ces thèmes de pacifisme.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue de sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leurs femmes et tout leur chair passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je m'en dirai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Voilà, Mouloudji, donc, qui interprétait ce déserteur de Boris Vian. Oui, et qui rend compte évidemment aussi de la fragilité du convoqué. Là, je trouve qu'il y a une espèce une humanité tremblante dans cette chanson, magnifique chanson de Boris, voilà, bien interprétée par Mouloudji, dont le papa était kabyle. Et qui a dû, quand on sait ce que les Kabyles ont subi de la part des coloniaux français, on en fait dans nos culottes. Voilà. Ouais. Et là, donc, en fait, j'ai appris tardivement qu'il y avait une première version du Déserteur qu'à la fin, en fait, il disait pas j'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, c'est que je porte une arme et que je sais tirer. Il y avait une première version et justement, je crois que c'est Mouloudji qui avait convaincu Boris Vian d'en faire une version plus pacifiste. Ah, d'accord. Ouais. Oui, bah, évidemment, le pacifisme, c'est quelque chose de magnifique. Alors, on va passer maintenant toujours à la bio du camarade Mazerel, un grand pacifiste. Voilà, et c'est très important parce que si vous voulez, des artistes qui consacrent leur vie, si vous voulez, à un idéal comme celui-là, on peut les compter. Je crois que c'est pas nécessaire d'être fort en arithmétique, voyez-vous. Il y en a pas des légions d'artistes pacifistes. Ouais. Donc on fait un peu le passage obligé par la bio. Ça permet quand même peut-être de mieux comprendre après le travail de cet homme. Donc Mazerel, il est né au 19e siècle. Il est né en 1989 à Blankenberge. Blankenberge, c'est une petite station balnéaire qui est au nord de la Belgique. Donc lui, il est né dans une famille aisée. Sa famille, après, quelques années plus tard, déménage à Gand. Et là, Mazerel reçoit une formation d'imprimeur, de lithographe et de typographe. Il suit en parallèle les cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Gand. Et il est dans la classe de Jean Delvin. Jean Delvin, c'est un peintre belge animalier. À 20 ans, il est exempt du service militaire et il part faire un premier séjour à Paris. Il enchaîne sur un voyage en Angleterre, puis en Allemagne.
À Gand, il fait connaissance avec Pauline. Alors Pauline, ce sera donc sa première femme avec qui il s'établit à Paris. Et là, il rencontre l'anarchiste Henri Guilbeault qui va l'introduire auprès des grands écrivains, justement, comme Stefan Zweig, avec qui il lie des liens forts d'amitié. En 1912 et 1913, il participe au Salon des Indépendants, il rencontre un certain succès. Et cette première période parisienne lui permet de se familiariser avec la gravure sur bois, justement, par l'intermédiaire de lectures sur des graveurs anonymes du XVe siècle. Donc il se documente énormément. Et il passe la majeure partie de l'année 1911 en Tunisie, où là il se consacre plutôt à la peinture. 1913, il fait sa première gravure sur métal et sur bois, et il est en Bretagne en août 14 lors de la déclaration de guerre. Donc il retourne à Gand, mais là il se trouve rayé des registres de la population, donc il revient sur Paris. Et les horreurs de la guerre vont marquer effectivement son engagement pacifiste et humanisme, toutes les horreurs qu'il n'aura cesse de dénoncer à travers son travail graphique tout au long de sa vie. Courant 1915, après avoir obtenu un visa, il rejoint le pacifiste et objecteur de conscience Henri Guilbeault à Genève, en Suisse, et là il va y rester jusqu'en 1921. Il travaille comme traducteur bénévole au Comité international de la Croix-Rouge et il rencontre l'écrivain français Romain Rolland. Et cet homme érudit, résolument pacifiste aussi, devient le maître à penser de Mazerelle qui a alors 26 ans. En plus de son activité de traducteur, il travaille comme illustrateur pour des journaux et des magazines pacifistes, comme Demain, qui est le magazine de Guilbeault, comme Les Tablettes de Claude Lemaguet, c'est le pseudonyme de l'anarcho-syndicaliste Jean Zalive. Et à partir de août 1917, il travaille à La Feuille, et là, il est un collaborateur incontournable. C'est en 1917 qu'il publie donc ses 2 premières séries de bois gravés, Debout les morts et Les morts parlent. Il sera exposé dans une galerie suisse, la galerie Tanner, en 1918, et ses publications de séries de gravures sur bois s'enchaînent rapidement. Parmi les travaux de cette période, donc on peut situer, ce dont on reparlera tout à l'heure, 25 images de la vie d'un homme, ça c'est 1918, Mon livre d'or à l'année suivante, Le soleil, Idées, Sa naissance, sa vie et sa mort, Histoire sans parole, ou encore La ville qui démarre en 1918 et termine en 1925. À cette époque, il fait aussi des illustrations pour des œuvres de Thomas Mann, Émile Zola, Stefan Zweig et bien plus, parce qu'on pourra lire tout à l'heure des extraits de textes sur lesquels il a fait des illustrations. En 1919, sa première guerre mondiale terminée, l'artiste se lance, donc en plus de son travail graphique, dans la peinture et l'aquarelle. Et il fonde cette année-là les éditions du Sablier. Il travaille avec le romancier et poète René Arcos. Il est interdit de séjour en Belgique, donc il revient s'installer à Paris en 1901. Et là, il peint beaucoup de scènes de rue. Il voyage également à Berlin. Il rencontrera Georges Grosz, avec qui il se liera d'amitié également. Il expose à Paris et en Allemagne. Et Stefan Zweig écrit sa première monographie. Pendant les années 30, il réalise moins d'illustrations et de gravures, mais continue à peindre et à exposer. Mais son engagement pacifiste ne s'essouffle pas. Il participe au Congrès mondial contre la guerre et le fascisme à Amsterdam en 1932, en tant que co-organisateur pour la Belgique, et il continue de collaborer à des mensuels et des hebdomadaires antifascistes. Donc son œuvre est internationalement connue. Elle est largement diffusée, elle est connue en Allemagne, et à l'arrivée des nazis en 1933, effectivement, ses romans images et ses livres illustrés sont massivement confisqués et détruits. Donc son engagement social, humanitaire, pacifiste est bien entendu peu apprécié par le régime national-socialiste. Il vit la Seconde Guerre mondiale en tant qu'antifasciste, rallié à la cause de la résistance française. Et c'est une semaine avant l'élection d'Hitler qu'il va perdre Georges Grosz de vue, parce que Georges Grosz est parti se réfugier aux États-Unis. En 1938, ces toiles sont décrochées des murs des musées allemands. Elles ne seront pourtant ni vendues ni détruites. Alors avant, ils disent qu'il y a une partie détruite, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est de ces toiles en fait. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Mazerelle continue de créer. Il est professeur de dessin pour les ouvriers du cercle de peinture de l'Union des syndicats de la région parisienne. Il tente même de s'engager dans l'armée française, mais il est refusé en raison de son âge. Et à la mi-juin 1940, il prend la route de l'Exode et il quitte Paris avec sa femme pour se rendre à Avignon via Bordeaux et Bellac. Il tente même de fuir en Amérique du Sud. Il avait pris contact avec Louis Aragon et Elsa Triolet, mais c'est un projet qui n'aboutira pas.
Et durant l'occupation, Mazrel fait tout pour éviter les nazis. Il quitte Avignon en 1943, il part se réfugier à Montflanquin dans le Lot-et-Garonne, puis il emménage au château de Claude Sarraut de Boisney. Il perd son ami et maître Romain Roland, qui est mort en 1944, et il accepte de diriger entre 1947 et 1951 une classe du Centre des Arts à Sarrebruck, ville où est actuellement cette fondation Mazrel et qui a justement, c'est en coopération avec cette fondation qu'a eu lieu ces expositions. Après, il s'installe à Nice, il y restera 20 ans. Il participera à de nombreuses expositions, il fera aussi des décors de théâtre et des costumes. Et il va travailler 2 années avec Picasso, entre 1952 et 1954, et la Belgique le reconnaît quand même comme un artiste et le nomme membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Un peu lambinet les Belges, hein. Il s'installe en 1969 à Avignon avec sa seconde femme et il y meurt en 1972 et son corps est rapatrié à Gand. Donc voilà la vie de cet homme. Oui, alors à Avignon, je vous rappellerai qu'il n'y a aucun signe qui peut dire que Mazrel a vécu là. Hein. On peut. Enfin bref, c'est France, Belgique, pour ce qui concerne Mazrel, même combat. Hein. Voilà, ces gens-là, ça importune plutôt qu'autre chose. Hein. C'est pas des œuvres à mettre dans des salons bourgeois, voyez-vous. On se demande bien qui. Enfin, il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des collectionneurs d'estampes qui se les arrachent. Hein. Voilà, les œuvres, les bouquins, etc., qui peuvent être disséminés ici et là. Il doit y en avoir un peu partout en Europe et peut-être dans le monde même. Voilà. Mais oui, encore une fois, ces artistes atypiques, on peut le dire, atypiques au milieu artistique, qui cherchent plutôt, comment dirais-je, la fréquentation du bourgeois qui a plein de pognon pour pouvoir en grappiller les miettes. Hein. Voilà, les gens comme Mazrel, c'était pas tout à fait leur trip. Alors donc, voilà, il y avait plutôt bon et voilà, je sais pourquoi dire. Enfin. Chante une femme en Amérique. Chante en Amérique une femme à son garçon mort au Vietnam. Chante une femme à son petit, dors mon amour, dors mon chéri, j'irai à la place où tu dors, qui bercerai jusqu'à ma mort, je t'apporterai des cadeaux, ton vieux train et ton mécano, et l'étoile en papier d'argent, dors mon amour, dors mon enfant. Chante une femme en Amérique, sur l'autre bord du Pacifique, une mère au petit matin réveille l'enfant vietnamien. Debout mon fils, debout garçon, j'entends revenir les avions. Il faut reprendre nos bagages, on va faire un petit voyage. Surtout ne lâche pas ma main, on va courir très loin, très loin. Toi tu portes ton oiseau gris, moi les couvertures et le riz. Dans son fauteuil diplomatique, à Washington en Amérique, je dois rentrer dans mon argent, déclare monsieur le président. Et sur la carte du Vietnam, comme un monsieur qui joue aux dames, il fixe les bombardements et la marche des régiments. Il pose son doigt sur un point, courons, ne lâche pas ma main. Il a posé son doigt ici, dors mon garçon, dors mon petit. Dors mon amour, mon fils unique, chante une femme en Amérique, chante en Amérique une femme à son garçon mort au Vietnam. Oui, c'était Chante une femme par Marc Augeret. Magnifique chanson pacifiste, une de plus.
Ouais, j'étais au téléphone, c'est dommage, avec quelqu'un de passionnant qui était un ami de Mazrel, donc voilà. Là, vous avez failli assister à une mort en direct. Dans l'émission si on avait su. Voilà. Ouais. Mais donc lui, il voulait insister. En fait, il nous rappelait, il disait que Mazrel n'était pas qu'un pacifiste. En fait, c'était aussi quelqu'un qui c'est un combattant. Il avait été sur tous les fronts de lutte. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut aussi rajouter de tout ça, quoi. Oui, mais bon. Déjà, rien que son combat pacifiste, ça peut nous occuper jusqu'à notre mort, mais s'il faut rajouter évidemment tous ces combats syndicalistes, etc. Qu'il était très connu en URSS, que les Martin du Gard là de Thibault avaient été que les Thibault de Roger Martin du Gard avaient été illustrés par Mazrel. Enfin bon, voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir cette personne dans les émissions parce que ça aurait été passionnant, quoi. Oui, ça aurait été passionnant, mais enfin bon, on n'est pas encore mort, hein, Et puis Mazrel, son œuvre est tellement pléthorique qu'on pourra peut-être un de ces quatre, et probablement même un de ces quatre, y revenir. Parce qu'effectivement, nous on a vu cette exposition à Nancy qui était pas une vraie exposition. C'est ça qui était un petit peu décevant d'aller jusqu'à Nancy pour ne voir que des planches tirées par numérique, enfin des impressions papier, quoi. Même si à l'hôtel du département, c'était justement il y avait un rez-de-chaussée avec des panneaux, c'était passionnant parce qu'effectivement il y avait tous les auteurs que Mazrel a côtoyés avec leur bio et des extraits de texte et les illustrations que Mazrel avait pu faire. Donc ça c'était très intéressant. Et à l'étage, il y avait reproduit en grand quelques planches donc de la Passion d'un homme. Là, sur les 25 planches, il y en avait peut-être une dizaine ou une douzaine qui étaient en grand format et on pouvait se promener en dessous. Donc voilà, mais nous on était un petit peu frustrés effectivement de pas avoir de vraies gravures de Mazrel ou de bouquins qui nous permettent de voir cette œuvre-là, quoi. Et donc voilà, cette exposition en fait nous permet de parler de Mazrel, mais on est resté un petit peu frustrés, d'autant qu'il y a un DVD qui est sorti aussi qui s'appelle Les Mains Libres. C'est Jérôme Lafont qui l'a fait. Et il n'y avait pas d'exemplaire de ce film. Moi, j'avais vu un petit peu avant sur Internet que ce DVD existait, donc je me dis que ce sera peut-être l'occasion justement de pouvoir le regarder ou se le procurer. Et ça, c'était pas possible, quoi. Non, rien n'est possible. On est toujours en retard d'un métro. Nous, de toute façon, voilà, c'est quand même un petit peu déprimant parce que bon, moi, j'adore la Belgique, j'adore Ostende en particulier. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y avait une exposition en 2017 à Ostende qui, elle, avait l'air d'être une vraie exposition. Justement, c'est à partir de ce travail-là que Jérôme Lafont avait fait son film. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis là, on voyait des peintures de Mazrel. C'est pas courant non plus parce que c'était un peintre aussi, voilà. Oui, nous on en a vu 3, des aquarelles, c'est ça. Des aquarelles, mais il a pas fait que des aquarelles, il a fait des grands formats aussi. Voilà, il a barbouillé, il a tout fait cet artiste, donc c'est très très frustrant, quoi. Parce que effectivement Mazrel, faut pas oublier que par ces planches et ces livres, on dit que c'est le précurseur du roman graphique, c'est-à-dire qui permet la diffusion de son travail au plus grand nombre. Tout à fait. Donc voilà. ça, c'est très important justement de voir. Là, toi, tu as dans ce bouquin Gravure rebelle, là, la première justement, c'est Mazrel, cette passion d'un homme. Tu as les 25 planches de cette histoire, donc tu peux, je sais pas si tu veux commenter un peu les gravures et son style graphique, quoi. Mais il y a pas grand-chose à commenter, sauf que dire que son style graphique est très libre, voilà. Parce que j'ai un bouquin là je crois que j'avais acheté à Publico d'ailleurs en 1971, 2011, voilà. Et là, de ce bouquin, il y a 4 graveurs sur bois. Le premier, c'est Franz Mazrel, La Passion d'un homme. Dans l'édition allemande de 1928, c'est sans parole, donc que ce soit allemand, anglais, français, japonais, on s'en fout. Voilà, une histoire sans parole, mais très très compréhensible, où on voit la naissance et la mort d'un homme qui, au cours de sa vie, rencontre le syndicalisme, qui est un ouvrier, d'abord un enfant qui travaille dans une menuiserie et qui se porte des poutrasses énormes, etc., sous l'œil de ses compagnons qui sont pas vraiment gracieux. Enfin, on voit toute cette vie qui commence d'ailleurs très très mal, avec un séjour en prison, etc., avec ce jeune homme qui devient
un ouvrier qui rencontre une nana dans une guinguette et puis qui lit et qui devient un meneur syndical. Et ce meneur syndical, évidemment, dérange terriblement. Il se fait prendre dans une rafle, comme il y en a régulièrement dans les manifs auxquels on assiste aujourd'hui, qui est jugé et qui est condamné à mort. Et la dernière image, il est devant un mur, il va être fusillé. Voilà. Et ben c'est en plus une histoire bouleversante, simplement par le drame qui est figuré par ces images toutes simples en noir et blanc. Et j'aime beaucoup Mazrel justement parce que c'est quelqu'un qui a une... Oui, la gravure, ça peut être rigide, hein. C'est quand même un moyen, vous gravez dans le bois. Le bois, c'est pas un matériau très souple. Voilà, vous avez des outils qui coupent, qui sont tranchants, etc. Et vous avez plutôt une tendance à faire des choses assez graphiquement, comment dirais-je, précis. Mazrel, pas du tout. C'est comme si gravait avec un pinceau, quoi. Parce que bon, avant de graver, il peint sur le bois les scènes qu'il va graver, et il grave directement sur ce bois peint en noir et blanc. Enfin, blanc, c'est les espaces qu'il a pas barbouillés. Et donc, c'est vraiment quelque chose, une gravure qui est magnifique, qui est sensible, qui est très libre. Voilà. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans le travail de Mazrel, c'est que non seulement il a des histoires qui sont quand même, c'est pas des romans à l'eau de rose, mais en même temps, il transmet, si vous voulez, grâce à la sensibilité de son coup de gouge, des vibrations qu'il n'y a pas dans les autres. Là, il y a d'autres choses où c'est très rigide, c'est très, enfin, un travail très appliqué, vous voyez. Voilà, je voudrais pas dire germain, mais c'est un peu ce que je pense. Oui, avec des gravures justement qui restent en noir et blanc et des contrastes très très marqués, quoi. Oui, mais c'est le problème. Bon, la gravure sur bois, c'est bien connu, c'est le noir et blanc qui prime, avec le noir en particulier. Voilà, c'est les noirs profonds, etc. Le blanc, il arrive là-dedans par accident presque. Mais dans le cas de Mazrel, je répète, parce que je le répéterai jamais assez, je crois que c'est le plus important dans son style, c'est que c'est un style de gravure libre. Voilà, c'est pas un graveur coincé, voyez-vous. Il fait sa gouge, elle déménage, elle est pas là en train de suivre un dessin précis, presque au compas et à la règle. Non. Paf, il attaque le bois comme ça, voilà, le copeau, ça vole, et ça nous touche parce que c'est sensible, justement. Et nous, vous savez, dans cette émission, on privilégie la sensibilité plutôt que l'intellect pour la production artistique. Ouais. C'est pour dire que les artistes doivent être forcément des gros beaufs, hein. Non, pas du tout, mais enfin bon, voilà. Ouais, donc dans ces gravures, justement, nous on a vu, il y avait pas mal aussi de, je sais plus avec quelle œuvre il avait illustré, mais il y avait des monceaux de cadavres, je sais pas si tu te rappelles, cette espèce de charnier qu'il y avait là. Oui, ça, il est question charnier, il est aussi, il est pas mal, voilà. Mais bon, c'est pas non plus comment dirais-je, il faut pas voir non plus dans son travail que le côté noir. C'est un petit peu rigolo, mon histoire. Enfin, peut-être que vous goûtez pas tout à fait mon humour, je peux le comprendre, mais bon, voilà, il a aussi dans ses romans graphiques des histoires plus humaines, moins dramatiques, mais toujours quand même au plus près de la culotte du peuple, voyez-vous. Voilà, parce que justement, dans la petite vidéo là où Jérôme Lafont parle de son travail sur Mazrel, il est devant cette exposition à Ostende et devant cette gravure qui est gigantesque. Géante, ouais. Et là, effectivement, il y a un couple qui est en train de lire et un immense soleil derrière qui diffuse toute cette lumière. Moi, c'est ce que j'aime pas trop, c'est l'espèce de symbole, voilà, dans l'imagerie populaire, les grands soleils, ça me fait penser au comment dirais-je, à Mao Tse-tung, à Lénine et Marx, qui sont là, vous voyez, il y a un grand soleil derrière avec un ouvrier massif, avec sa faucille et son marteau. Ouais, je suis un peu dubitatif devant ces choses-là, mais avec Mazrel, évidemment, c'est pas comment la rigueur marxiste-léniniste, pas du tout. Il y a un côté libertaire dans son trait,
et dans son esprit aussi, je pense, qui me plaît. Mais enfin, cette gravure que cite ma camarade, qui doit faire 3 mètres de long sur 1,50 m de haut, c'est carrément, comment dirais-je, une fresque, quoi, voilà. C'est pas non seulement à cause du soleil, mais même le reste de l'imagerie, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais en tout cas, je pensais que notre camarade, petite graveuse Agnès Dubar, je croyais que c'était la seule à se payer des gravures gigantesques. Ben, pas du tout. Elle avait un ancien Mazerel qui lui aussi, bien avant elle, s'est lancé dans la gravure monumentale, voyez-vous. Ouais. Et Mazerel avait aussi pensée qu'un artiste devait justement s'engager dans son œuvre, quoi. Que c'était important en tant qu'artiste de prendre d'être engagé, quoi. Oui, ce qui manque vraiment aujourd'hui dans la création artistique contemporaine, c'est bien entendu, c'est surtout l'engagement, quoi. Voilà, je parle l'engagement politique, l'engagement syndicaliste, ou l'engagement tout simplement humain, mais aux côtés de ceux qui ont besoin qu'on les soutienne, qu'on parle d'eux, etc. Il y a un lumpem prolétariat en France qu'on n'imagine pas. Il y a quand même encore 10 millions d'ouvriers en France. Et si vous en foutez plus 10 millions d'employés, ça fait 20 millions, parce que le sort des employés est pas beaucoup plus brillant que celui des ouvriers, hein, voyez-vous. Surtout quand on voit parce que quand on voit ces manifestations aujourd'hui, ces grèves, etc. Qu'utilise le gouvernement pour les décrédibiliser, parce que ça nuit au travailleur qui veut aller gagner ses sous, hein, et c'est bien légitime, mais qu'il faudrait qu'ils se disent, le travailleur, c'est que ces grèves, ça peut lui servir aussi à lui. Parce que c'est pas en gueulant sur les grévistes, etc., comme le gouvernement le fait, d'une manière insidieuse, que ça arrangera le schmilblick pour tout le monde. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que des artistes parce que encore, on revient toujours à cette question de pognon, hein. La petite bourgeoisie qui achète. Moi, je me souviens une fois dans une galerie d'entendre un couple de jeunes gens dynamiques et friqués dont la nana disait à son mari, dis donc, tu crois que ça ira dans le salon, la peinture, voilà, oui. Alors évidemment, les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui font des peintures pour mettre dans les salons, hein, qui s'adaptent au salon, etc., etc. Mais c'est pas ça pour moi, pour nous ici, en tout cas l'art. L'art, ça a une fonction beaucoup plus importante, quasiment éducative, en tout cas informative, sur les vrais enjeux, les vrais problèmes humains que pose cette civilisation aujourd'hui. Et il y en a vraiment des choses énormes, comme il y en avait au début du 19e ou à la fin du 19e siècle plutôt. Voilà, on est dans le même genre de trip, différent évidemment. C'est pas l'invention de la machine aujourd'hui, c'est une autre. C'est l'invention Aujourd'hui, on invente des machines à détruire l'humanité. Alors, au début, c'était pas tout à fait ça. On essayait, au contraire, on pensait. C'est pour ça qu'il y a des grands soleils comme ça sur certaines images populaires de ces époques. On pensait que c'était pour l'avenir radieux de l'humanité. Maintenant, on n'est plus tout à fait dans le même truc, et donc il y aurait urgence à ce que les artistes s'emparent des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité, et des sujets qui, au contraire, ratatinent l'humain. Ouais. Alors là, sur le site de la Fondation Mazerel, justement, j'ai une petite déclaration qu'il a faite en 1961. Et voilà ce qu'il disait: si l'on voulait résumer en quelques mots le contenu ou la ligne directrice de mon œuvre, on pourrait dire: elle est pour les opprimés, contre les oppresseurs dans tous les domaines de la vie sociale et spirituelle. Elle est pour la fraternité entre les hommes, contre ceux qui par intérêt tentent de les diviser. Elle est pour ceux qui désirent la paix et contre les fauteurs de guerre. Voilà. On est au cœur du sujet, et c'est ça qu'ici, dans cette émission, consacrée en partie à l'art, on défend bec et ongles. Voilà, alors nous, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu se procurer le catalogue de l'exposition. Il y en a eu très peu d'exemplaires. C'est la cata. Voilà, il y a eu très peu d'exemplaires tirés. À l'Institut Goethe, 600, je crois. Ouais, ils étaient censés en avoir. En fait, il restait plus que 4 bouquins en allemand, ce qui était un peu dommage parce qu'il y avait quand même les textes des auteurs. Donc même si les gravures, effectivement, on n'a pas besoin de langue parlée,
écrites. On a quand même, c'était dommage de passer d'avoir le bouquin sans avoir tous ces textes en français. Alors effectivement, on a été très bien reçus à l'Institut Goethe. On est tombé sur une jeune femme très accueillante qui nous a fait quelques photocopies du bouquin. Cultivée aussi. Très cultivée, qui nous a emmenés sur les traces de Nolde, qui a presque organisé notre voyage pour aller au musée Nolde dans le nord de l'Allemagne. Oui, vraiment passionné de peinture et de culture germanique. Oui, surtout. Oui. Quelqu'un vraiment d'adorable. Mais voilà, bon, elle n'a pas pu faire sortir de son chapeau un bouquin en français, quoi. Il y en avait un, mais il n'y en avait plus qu'un. Alors bon, évidemment, il ne voulait pas s'en séparer, quoi. Ouais. Alors moi, on a pris 3 photocopies, parce qu'on n'a pas voulu abuser non plus de sa gentillesse et de son temps, quand même. Alors effectivement, j'ai celle sur Bertolt Brecht, René Arcos et Pierre-Jean Jouve. Et donc sur la page sur Brecht, on voit une illustration de l'Internationale aussi de Potier, où là il y a des soldats rangés avec les fusils plantés dans le sol. C'est ça, là, tu t'en souviens, je crois, ce qu'elle t'avait marqué. Oui, mais cette histoire-là des fusils retournés, c'était le 17e, je crois, basé dans le Roussillon, du côté de Perpignan, qui ont refusé de charger les manifestants paysans parce que c'était à l'époque du phylloxéra. Il y avait eu, il y avait plus de vignes, plus rien, et donc les paysans crevaient, voilà. Et ce 17e a été, il y a une chanson d'ailleurs, Salut à toi, soldat, brave soldat du 17e, etc. Voilà, oui, bien sûr. Ouais, alors moi j'ai les illustrations aussi donc du sang des autres, de René Arcos. Alors René Arcos, c'est un écrivain, un journaliste qui avait fondé avec Romain Rolland la revue Europe, et il était rédacteur en chef. Donc il y a un texte qui s'appelle Les Morts, et il y a donc 2 gravures de Mazerelle. Il y en a une où justement tous ces bourgeois au grand chapeau se ruent à l'intérieur de la ville, avec on les voit de dos, et on voit au premier plan une femme qui est devant une croix. Enfin, son mari veut mourir à la guerre, avec sa petite fille qui la regarde, et elle se prend elle met ses mains sur son visage, et elle est complètement effondrée. Et il y a le texte de René Arcos qui dit le vent fait flotter du même côté les voiles des veuves, et les pleurs mêlés des 1000 douleurs vont au même fleuve. Serrés les uns contre les autres, les morts sans haine et sans drapeau, cheveux plaqués de sang caillé, les morts sont tous d'un seul côté. Dans l'argile unique où salit sans fin, au monde qui meurt celui qui commence, les morts fraternels, tempe contre tempe, expient aujourd'hui la même défaite. Heurtez-vous aux fils divisés et déchirez l'humanité en 20 lambeaux de territoire. Les morts sont tous d'un seul côté, car sous la terre il n'y a plus qu'une patrie et qu'un espoir, comme il n'y a pour l'univers qu'un combat ou qu'une victoire. Ouais. Moi, je me souviens que ma grand-mère paternelle était allée avec mon papa, quand il était petit. Elle l'avait emmené c'est dans la Somme où il était mort, pour essayer de voir la tombe de son mari. Mais bon, ils étaient surtout dans des fosses communes à cette époque-là, voilà, qu'elle n'a pas pu voir la tombe de son mari. Et il y avait des veuves comme ça de toute la France, ou d'Allemagne, ou d'Angleterre, ou des États-Unis, ou de Russie, qui se baladaient dans toute l'Europe pour retrouver des traces de leurs compagnons disparus. Voilà, c'était une époque qui devait être tout à fait charmante. Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous
c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Craonne, interprété par Michel Bernard. Après cette rediffusion sur France Mazerel, les expos, alors on n'a plus grand chose en magasin. On a Jean Hélion, La prose du monde au musée d'art moderne jusqu'au 18 août. David Hockney au musée des beaux-arts à Rouen jusqu'au 22 septembre. Si Auguste Herbin, Le maître révélé au musée de Montmartre jusqu'au 15 septembre. Et La police dans l'œil de Josso et Faujour au musée de l'histoire vivante à Montreuil jusqu'au 28 juillet. Le culturel de la semaine, est-ce que tu as quelque chose? Ben oui. Je t'écoute. Je causerai de Simone Veil, un documentaire sur Arte, quelque chose de bouleversant, enfin un documentaire bouleversant, sur la vie de cette future ministre pour l'égalité des femmes, qui a fait voter une loi pour la légalisation de l'avortement et d'autres lois. C'est la première femme ministre dans un gouvernement en France, depuis la Révolution française, et qui a été aussi déportée avec sa maman et sa sœur en Allemagne, dans un camp d'extermination. C'est Bergen-Belsen, enfin, je parle pas allemand par vocation, voilà, et qui en est revenu avec sa sœur. Sa maman est morte là-bas d'épuisement, voilà, elle est revenue avec sa sœur, et elle a, si vous voulez, mené une vie extraordinaire, quoi. Elle avait passé son bac, et elle n'avait pas pu voir les résultats parce que un jour avant que la publication des résultats, elle était embarquée par les nazis avec sa sœur et sa maman en direction les camps de la mort, et son papa et son frère qui étaient restés à Drancy parce que soi-disant que les adolescents pouvaient espérer trouver du boulot, etc., etc. Enfin une grosse nazillonnade. C'est un peu comme le Front National, le Rassemblement National, c'était que des mensonges. Et son papa et son frère Jean ont disparu carrément de la surface de la Terre sans savoir où, quand, comment. Bon, donc c'est la vie d'une petite fille qui devient une jeune fille, qui devient une femme,
Et c'est vraiment un parcours éblouissant. Voilà, c'est tout ce que je peux vraiment en dire. Moi, ça m'a fait évidemment chialer comme un môme à certains passages, à certains moments, quoi. Mais comme quoi, il y a des femmes qui ont une puissance. Alors pas confondre avec Simone Veil, la philosophe. Qui était aussi extraordinaire. Qui était aussi extraordinaire. Mais voilà, qui est morte très jeune. Ouais, contrairement à Simone Veil qui est morte très vieille. Voilà. Non, vous voyez, ces documents que peut pas regarder ma camarade de combat, parce qu'elle a une sensibilité de mésange charbonnière. Donc voilà. Mais moi, je me force à regarder ces documents, ces témoignages historiques de personnages qui ont pu surmonter des tragédies comme celle de l'Holocauste. Voilà. Voilà. Et moi, alors, je suis en train de lire un livre que m'a offert ma voisine. Ça, c'est trop sympa, Frédéric. Ça s'appelle Ceci est mon temps. C'est un livre d'Élise Thiebaud, alors qui concernera peut-être plutôt les femmes, parce qu'il s'agit d'un essai sur la ménopause, sujet qui passait complètement pour être tabou jusqu'il y a quelques années et dont on parle maintenant. Et c'est important c'est un livre avec des apports aussi scientifiques. Et voilà, je pense que c'est bien que ces livres-là existent. Élise Thiebaud a 61 ans. Elle avait fait un livre qui a été assez connu aussi sur les règles, parce que je trouve qu'on a passé des générations avec des tabous, et quand les choses sont posées, dites, qu'on puisse en parler, voilà, ça nous fait des supports, et c'est bien que ces livres-là existent. Les Aminches. Et nous saluons nos Aminches, Claudie André de Nation, Claudie William de Brest, donc poteau de Brest, Jean-Paul Souvraz, un peintre brillant, immense, talentueux, qui a son petit atelier dans une petite maison de Schnorr en briques, à Couleur-Kerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, que nous avons visité il y a quelques années déjà, mais dont on garde toujours un souvenir extraordinaire. Il avait des kiwis magnifiques dans son jardin. Vous savez, ces maisons de Schnorr, il y a un petit jardin qui donne sur la cuisine. Ouais, c'est vraiment touchant. Ouais, super. Voilà. Claudine, une pote à ma camarade Piquet-Cou, qui aime beaucoup se balader dans les musées, etc. Pareil qu'elle a une bibliothèque artistique assez importante. Et puis elle est allée voir justement Constant Pape sur nos conseils, et elle a beaucoup aimé. Malheureusement, l'exposition est déjà terminée. Ouais. Mais la ville existe toujours. Constant Pape, c'est à Issy-les-Moulineaux. Oui, elle existe toujours. Issy-les-Moulineaux, on peut toujours y aller. Hein. Bon, c'est bon. C'est pas le Front National qui fait le ménage là-haut. Je pense pas. Bon. Claudine, Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, trois potes et potesses qui font dans l'artistique et qu'on adore. Juliette Planck, une grande, immense graveuse en taille d'épargne, en relégation à Rochefort-sur-Mer, dont on adore le travail et la personnalité. Voilà, c'est quand même sympa qu'il y ait des artistes qui soient supportables. Sophie Villoutrex Brageux, une graveuse, peintre, dessinatrice probablement aussi, dont nous avons découvert la gravure à l'expo annuelle de Saint-Sulpice. C'était un choc pour moi. Voilà, je me demande pourquoi j'en ai pas acheté. Moi et les sous, on est un peu fâchés. Voilà, Sophie Villoutrex Brageux, qui est une artiste vraiment charmante, avec... Bref. Bon, Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la taille d'épargne, toujours aussi dynamique. J'ai l'impression que plus il perd dedans, plus il est dynamique. Un sacré Clément, on t'aime. Agnès Dubarne, graveuse de Schnorr, en relégation en Bretagne Sud, après l'avoir été en Ariège, et après avoir quitté son superbe atelier de Lille. Ouais, mais je crois qu'elle a trouvé sa place, elle est pas loin de Brest, et je crois qu'elle s'y sent bien là.
Elle devrait pas la Bretagne Sud. Non, elle est en Bretagne Nord, en fait. Quand je lui ai dit Bretagne Sud, elle m'a dit non, c'est Bretagne Nord. Bon. Voilà, elle est à côté de Brest et elle a l'air d'être très épanouie. Ça fait plaisir. Il faudrait dire à nos potes de Brest qu'ils aillent la visiter. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Elle a une adresse. Je pense qu'on peut trouver tout ça. Bon, d'accord. Salut Agnès. Si, j'aime toujours ton travail, c'est pas la question, mais j'ai été tellement enthousiaste quand on avait découvert ton boulot à Lille que bon, je suis un petit peu comme ça, hein, m'accroche, moi je suis un petit peu comme les Berniques, hein, je m'accroche au rocher. Thierry Morciot, un graveur bruxellois magnifique, dans la veine de tous ces graveurs de Belgique, d'outre-Kiévre. Et puis en plus, c'est un personnage vraiment, on peut dire charmant, enfin, bien que ça passe un petit peu, enfin, ouais, très abordable en tout cas. Alice Amoroso, une très jeune graveuse, à l'avenir prometteur, et même au présent prometteur. Ouais, qui vient de terminer son diplôme le 3 juillet dernier. Donc moi j'étais en Belgique, j'ai pas pu assister à sa remise de diplôme et à son exposition. Apparemment il y a toute une mise en scène, donc je pense que ça s'est brillamment passé. Voilà, et comment tu sais ça? Parce qu'elle m'avait invité. Ah ouais, pas moi. Bah toi tu viens jamais, tu déplaces pas. Bon Alice, je suis content que ça soit bien passé pour toi. Raoul Viloula, un graveur aussi très jeune, mais bourré, comme on dit, talent. Je sais pas comment c'est, je vois pas comment on peut bourrer de talent quelqu'un, enfin bon, lui il est bourré de talent. Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres, grands peintres. Colette c'est Odon, plus peut-être plasticien, et Jacqueline c'est Raymond Imbert, lui complètement peintre. Une folie sa peinture, voilà, j'en suis pas encore revenu moi. Pourtant je regarde souvent les catalogues que nous a refilé Jacqueline, mais bon, voilà. Liliane et Laurence, deux écrivaines dont il n'en reste plus qu'une, c'est Laurence, sa frangine Liliane nous a quittés, voilà, et Laurence doit s'occuper toute seule de rédiger des manuscrits sur des polars qui sont édités chez qui? Chez 10-18. Chez 10-18, ouais. Avec une somme de connaissances sur Paris extraordinaire. Un petit peu comme le Paris de Hugo ou de Balzac. Marie-Christine et Christophe, deux militantes chez Melec. Cécile, tu la sens ma cinquième puissance? Oui, Cécile, on la sent et on t'aime toujours autant, aussi follement. La Russe flamboyante, qui anime deux émissions sur une radio ONI, une radio, on peut dire même très ONI, même très ONI, des émissions consacrées aux enfants et aux parents. Alors, comme ancienne enseignante, elle en connaît un rayon. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, qui a une propriété, mais je suis sûr si tous les peintres avaient la même chose, bon, on n'en serait pas là. Voilà, une propriété magnifique, avec cour fermée et tout, voilà. Et une peinture aussi qui tient debout, dont nous avons découvert justement l'œuvre dans la librairie L'Empreinte de Florence Quenu, à Bourg-en-Marlotte. Florence Quenu, une ancienne de la fondation du Buffet. Ah, c'est quand même pas, hein, bon. Dominique Palais-Dernier, c'est une galériste mythique, hélas aujourd'hui disparue, ainsi que sa maman Thérèse Franco. Disons qu'en perdant Paula Dardouin, le milieu de l'art parisien a perdu un petit peu de son âme. Marie Degnaud, une galériste qui est passée de la rive gauche de la rive droite à la rive gauche avec bonheur. Elle n'est pas restée dans la Seine. Elle n'a même pas promis de plonger. Hein. Elle a bien raison d'être réservée sur ce sujet, mais qui expose des artistes qui valent le coup du déplacement. Antoine Manoury des Champignons, c'est un groupe aimé par ma camarade Piquet-Cou, un petit groupe de musicos qui déménagent. Hein. Voilà. On les embrasse bien fort. Et Anna Sinoracka, une peintre polonaise, qui n'est pas une peintre dite professionnelle, parce qu'elle a un métier d'enseignante à la fac de Lille, mais
qui fait la pige à bien des peintres qui se disent professionnels. On adore son travail. Voilà, pas les polonais, hein. En art graphique, c'est quand même des phénomènes. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr et on se fait seppuku avec Mélismel Fauvi. Ouais, salut à tous. Alors moi je vais m'absenter au moins 3 semaines. Donc, encore voilà, les émissions, il faudra peut-être attendre la rentrée pour retrouver de vraies émissions avec des expos à découvrir. Salut! Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.